Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, nos deux passionnés de littérature, Catherine Edwige, nous présentent Marguerite Duras et Julien Gracq. À vous Edwige. Alors, moi, je vais vous parler de Marguerite Duras parce que je l'aime depuis toujours. Elle était très belle quand elle était jeune, mais même quand elle était vieille et qu'elle picolait, moi je l'aimais toujours. Je l'aime d'amour depuis très longtemps. Alors, je voulais dire en premier qu'elle a choisi Duras comme nom. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi, ça m'intéresse. À cause du village d'où est originaire son père. C'est quand même pas par hasard, ça. Elle a enlevé son nom et il est originaire de ce village qui s'appelle Duras, qui est dans le milieu de la France, un peu à gauche, là, par là, un bled. Hein. Bon. Et ensuite, dire que elle a été jouée, j'étais en colère parce que elle n'a été jouée, j'ai été la voir, une pièce d'elle à la Comédie Française, c'était après sa mort. Vous vous rendez compte qu'elle a été jouée qu'à la Comédie Française qu'après sa mort. Ça m'a fait de la peine, ça. Je voulais le dire, hein, qu'on le sait quand même. Alors, ce que je le lirai tout à la fin. Alors, elle a raté le Goncourt, elle était la deuxième. C'est l'autre qui a eu le prix. Et quand je demande aux gens exprès, et qui c'était qui a eu le Goncourt quand elle l'a raté, eh ben, personne me répond. On l'a complètement oublié. Alors tu vois, comme c'est pas juste, les prix, ça me dégoûte ça. Bon, enfin. Alors, que je la trouve belle, que je l'aime tout le temps, même vers la fin, même quand j'ai des photos d'elle, j'ai une photo d'elle à 18 ans, dans une revue, elle est magnifique. Elle était belle comme tout. Alors là, je vais vous lire un extrait de Sur elle, quelque chose que j'ai découvert. Alors, c'est un livre c'est des dialogues Marguerite Duras à contre-jour de Bernard Sarrut. C'était aux éditions Complicité. Alors, lecture. Alors, c'est dans un chapitre, page 93, lecture. Elle me fait lire de grands auteurs, parle de Marguerite, anglo-saxons qui seront décisifs dans mon statut de grand lecteur. Henry James, Ivy Compton, Burnett, bon. À mon tour, je lui donne l'impulsion pour débuter enfin la grande lecture, celle de l'homme sans qualité, de Musil. J'étais tout contente de le retrouver. Oui. Ça, c'est entre parenthèses. Elle n'est pas très littérature allemande. Elle met au-dessus de tout Montaigne, Mallarmé, Racine. Elle sait l'existence du livre. Entre parenthèses, d'autres personnages sans doute ont dû lui en parler, même lui en conseiller la lecture. Elle hésite, comme on peut le faire devant une grande expérience de la vie importante et dangereuse. Ce qui la décide sans doute, c'est que je lui dis avoir lu d'abord À la recherche du temps perdu de Proust et ensuite le livre de Musil et qu'après c'est ce dernier également inachevé auquel va ma préférence. Elle veut aller y voir et elle est comblée. J'étais contente de retrouver ça. C'est dans un livre fait sur elle aux éditions Complicité, il y a longtemps. Je ne sais plus quelle année. Bon, je ne trouve pas l'année. Alors, d'elle, j'ai à peu près 12 livres là sur mon lit. Non, 17, j'en ai compté 17, plus 4 pièces. Il y a même 4 pièces, j'en ai même vu plus, mais j'achète pas toujours le programme. La douleur, je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est pas ce dont je raffole le plus. Ce dont je raffole le plus, que j'ai en plusieurs exemplaires, et j'en ai un que j'ai tous bien enveloppé, pour pas qu'on l'ouvre. Alors ça doit être qu'il faut que je le garde précieusement, c'est Moderato Cantabile. Alors Moderato Cantabile, celui que j'ai bien plié, là, je l'ouvre pas, c'est défendu. Il faut que je le garde sans doute parce que ça doit être un des premiers. Alors j'en ai aux éditions de Minuit, elle a été prise quand même aux éditions de Minuit. Il y a le vice-consul, c'est À l'imaginaire Gallimard. La Musica deuxième dedans, il y a son... Souvent, elle ne met même pas de ses autres du même auteur. Dans ses livres, il n'y a même pas du même auteur.
Là, dans cet exemplaire-là de chez Gallimard, elle a eu après des exemplaires chez Gallimard, mais je vous dis, la pièce que j'ai vue d'elle pour la première fois à Paris par la Comédie Française, c'était après sa mort. C'est quand même dégoûtant, alors que ils ont monté des pièces de Jean Vinavert ou tout ça. Enfin bon, ça vaut pas Marguerite. Oui, mais on sait qu'elle était pas très très appréciée dans le milieu littéraire de son temps. Hein. Ouais. Alors qu'elle est merveilleuse. Oui, je suis d'accord. Alors, je vais chercher le passage que je veux vous lire. C'est dans un livre, ça je le signale. J'en ai quand même trouvé un à la guide du livre de Lausanne. C'est quand même chouette, ça. Et alors, le passage que j'ai gardé, il est où, là? Ah oui, je voulais dire aussi ça, que j'ai lu, c'est dans un article de journal. Marguerite qui dit « Même dans ce que j'ai écrit de plus intime, il y a toujours cette orientation d'être du côté du petit contre le grand, du faible contre le fort. C'est une position politique si on veut. » Et c'est vrai qu'elle a ça de bien que j'aime moralement, enfin tout, de partout. Alors, je vais vous lire maintenant, en dernier, un petit passage que vous allez reconnaître, mais je vous le dirai qu'à la fin, ce que c'est. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais simplement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi, bonjour ». Il était intimidé, il avait peur comme avant, sa voix tremblait tout à coup, et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres, il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saigon, par la mère, sa mère, qu'il avait revue à Saigon, et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'y avait plus su quoi lui dire. Et puis, il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Ouais. Et c'est la fin de l'amant que je viens de vous lire. Ouais. J'espère que, bon, voilà, je ne peux pas en dire plus. J'ai tous ces livres étalés sur mon lit, il y en a 17, plus des pièces. Et plus des pièces, plus des livres qui ont été faits sur lui, comme celui dont je vous ai parlé aux éditions Complicité, Bernard Sarrut, je ne sais pas qui c'est, mais il a écrit tout un livre sur elle. Pour parler un peu de la personne et de sa personnalité, je trouve que c'est une des personnalités, en tout cas dans l'univers littéraire, les plus touchantes de son époque. Oh oui, la plus vraie, puis elle est vraie, ouais. et puis ses opinions, ça me plaisait, quoi. Oui, c'est à la fois avant-gardiste et en même temps extrêmement sensible et sensé et altruiste et humaniste. Enfin, c'est voilà, et sa façon de vivre, et puis même quand elle picolait, même vers la fin. D'ailleurs, j'ai les lettres de Yann Andrea sur elle, et il l'aimait vraiment. Hein. Et j'ai le livre qu'elle a écrit sur Yann Andrea, le livre qu'Yann Andrea a écrit sur elle, et après Marène Sel, qui s'en était occupée, qui a suivi Yann Andrea jusqu'à sa mort. Alors, Catherine, de quoi vous nous parlez cette semaine alors? Oui, alors moi je vais vous parler d'un auteur finalement un peu méconnu du grand public, mais qui est un des plus grands auteurs français de la deuxième moitié du XXe siècle. Je nommé Julien Gracq, dont vous connaissez le nom, je pense. Vous en avez peut-être lu, mais moi j'ai tout lu, je crois. Vous avez il est chez José Corti. En fait, voilà, Julien Gracq, finalement, a été toujours fidèle à son éditeur José Corti. Mais le problème, c'est que finalement, il ne fut jamais publié en livre de poche. Il avait refusé d'être publié en livre de poche. C'est bien que il n'a pas pu se répandre ça l'a éloigné de plusieurs générations de lecteurs. Hein. Oui, alors pourquoi, excusez-moi, je vous interromps, pourquoi est-ce qu'il a refusé d'être édité en poche? C'était par modestie, il voulait rester
un peu quelqu'un de rare et précieux chez José Corti, c'est tout. Et en fait, il n'a pas voulu non plus, pas comme Marguerite Duras, mais lui, il a refusé le prix Goncourt, par exemple. Et il a refusé aussi d'entrer à l'Académie française. C'était un homme discret et modeste qui avait pris un pseudonyme, Julien Gracq. Or, il s'appelait Poirier, de son nom, Louis Poirier, dans le civil. C'était un normalien. Il avait fait normal et sa vocation, c'était d'être professeur. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il était professeur au lycée Claude Bernard à Paris, professeur d'histoire et géographie, tout simplement. Pendant 50 ans, il a fait toute sa carrière là, mais en parallèle, bien sûr, il a écrit des pures merveilles pour la plupart, les amateurs, disons, qui ont pu le découvrir. En fait, moi, je l'ai découvert grâce à une amie libraire. Il y a pas mal d'années, une amie libraire que je remercie, parce que sinon peut-être que je n'aurais jamais eu l'idée de lire Julien Gracq. Et elle m'a conseillé bien sûr le livre, un de ses livres le plus célèbre, un des premiers, Le Rivage des Syrtes. Alors rien que ce nom SYRTES, ça fait rêver, quoi. C'est mystérieux, c'est presque surréaliste. Hein. En fait, c'est l'histoire d'amour dans un pays mystérieux, entre deux personnes très, très mystérieuses aussi, avec la menace d'une invasion ennemie. Vous voyez, ce sont des livres un petit peu, pas très faciles, mais d'un style tellement extraordinaire, tellement poétique, si vous voulez, qu'on est porté par le style. C'est comme une musique, en quelque sorte. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi Le Château d'Argol. C'est son premier livre qui a été publié en 1938. En fait, là, c'est dans l'ambiance étrange d'un château perdu au fin fond de la Bretagne. Des personnages se retrouvent et s'affrontent. C'est toujours mystérieux, c'est surréaliste en quelque sorte. Et alors un autre plus réaliste qui décrit la presqu'île, une presqu'île en Bretagne. Et alors, ma dernière découverte, alors figurez-vous que, moi j'aimais beaucoup, donc j'étais très accrochée à ses textes parce qu'il a écrit, en écrivant, alors des essais, beaucoup d'essais sur le style, l'écriture, etc. Et alors, ce qu'il y a, c'est que on vient d'éditer un de ses écrits qui s'appelle Nœud de vie, qui est sorti chez Corti. Et là, c'est l'émoi dans toute la sphère littéraire. Alors le Figaro littéraire, un énorme article, donc je fais une photocopie sur cette dernière sortie du livre de Julien Gracq, qui lui est mort en 2007 à l'âge de 97 ans, un vieux monsieur. Et ce nœud de vie, ce sont des nouvelles, des essais, c'est un peu varié. Hein. Mais ma dernière, alors nœud de vie, peut-être que je l'achèterai, je sais pas, je vais voir, ça m'intéresse. Hein. Mais j'ai dans ma bibliothèque, j'en ai que 3, j'ai Le Rivage des Syrtes, Le Château d'Argol et la presqu'île que j'ai prêtée, qu'on m'a jamais rendue, donc je ne l'ai plus, mais j'ai acheté, alors j'ai trouvé par chance le dernier, on m'avait dit, oh mais tu devrais lire Un balcon en forêt, c'est extraordinaire, c'est le meilleur. Et je l'ai trouvé, alors là j'ai eu une chance folle, dans une librairie participative là un endroit où on déposait les livres là, au Passy Plaza là. Qu'est-ce que je vois? Je vois Un balcon en forêt, même pas coupé, tout neuf.
de la librairie José Corti qui m'attendait. Donc je l'ai acheté avant le confinement, tout ça, j'ai acheté l'année dernière. Enfin, je l'ai trouvé pas acheté, mais je l'ai pris tout de suite. J'ai dit, ah là, incroyable, j'ai ça. Oui, j'ai offert à vous. J'ai lu, et puis j'ai été absolument, enthousiaste. Je suis enthousiaste de ce livre, effectivement. Moi, à mon avis, c'est le meilleur. Parce que, c'est plus, quand même, c'est moins fantastique, disons. Et en fait, c'est un balcon en forêt, c'est encore une histoire un peu d'attente. C'est l'attente d'officiers qui sont postés dans un poste pendant la dernière guerre, là, en 40. Ils sont dans l'attente de l'arrivée des Allemands dans les Ardennes. Et ils sont dans une forêt et ils attendent l'arrivée d'un ennemi invisible dans cette forêt, donc un officier et 2 soldats dans ce poste de garde. Et il y a dans cette attente une merveilleuse description de la nature, bien sûr, et de l'angoisse de ces hommes dans l'attente. Ils se demandent ce qu'ils font là, ils n'entendent rien, et tout d'un coup, à la fin, et ça je vais vous lire le passage, ils commencent à entendre des grondements, à passer un avion de temps en temps, et les Allemands arrivent. Ils étaient à la frontière belge et ils commençaient à entrer en France. Alors moi, ce qui est étonnant chez Grac, je vous dis, c'est le style, poétique. Et puis alors, ces héros ont des noms absolument incroyables. Herminien, Elde, Aldo, Fabrizio. Il navigue dans l'univers de la forêt de Storvan, de la mer des Syrtes, dans la ville d'Orsena. D'ailleurs, Éric Orsena a pris son pseudonyme à cause de Julien Gracq. C'est là qu'il a trouvé, s'est appelé Éric Orsena à cause de Julien Gracq. Incroyable. Est-ce que vous avez un petit extrait à nous partager, parce que moi je ne connais pas Julien Gracq et que vous en parlez tellement bien que ça donne envie d'écouter son verbe. Oui, alors petit extrait, et alors je vous recommande, si vous ne le connaissez pas, achetez. Alors là vous ne pourrez pas l'avoir en poche, mais il sera peut-être pas très cher parce que c'est pas des grands formats. Vous l'avez en librairie, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Corti maintenant. Oui, ou d'occasion. Alors je vais vous lire un petit extrait, c'est justement vers la fin, quand il commence on percevait, ils sont là, souvent très loin, mais très clairement, le roulement lourd d'une canonnade. Ils montaient derrière eux un peu vers le nord, du côté de la vallée. Du côté de la Belgique, le silence était absolu, presque magique. Le soleil dorait à perte de vue d'un jaune d'orage. Les vagues pommelées de la forêt qui s'élevaient palier par palier jusqu'à l'horizon. Grange, alors là je vais dans un autre, un peu plus loin, parce que maintenant ils commencent à entendre un roulement. Maintenant l'angoisse revenait pour ces officiers. Ce n'était plus le chaud, le souffle brutal de bêtes de la panique qui les avait plaqués tout à l'heure contre le béton du blockhaus. C'était une peur un peu merveilleuse, presque attirante, qui remontait à Grange, c'est l'officier, du fond de l'enfance et des contes. La peur des enfants perdus dans la forêt crépusculaire, écoutant craquer au loin le tronc des chênes sous le talon formidable des bottes de ces dieux. Alors moi je trouve ça formidable. Moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a une sensualité dans son verbe qui est incroyable. Je dis, il y a une sensualité dans son verbe qui est incroyable. Oui, et puis alors un choix des mots. Il y a des mots qu'on n'emploie plus jamais là-dedans. Oui, il y a une sensualité, il y a tout. Alors là, il y a une sensualité parce que dans cette histoire d'un balcon en forêt, il n'y a pas que des officiers. Ils trouvent moyen de rencontrer une jeune femme qui est dans une maison toute seule dans la forêt et qui est très attirante, très sympathique, et il va y avoir une idylle entre l'officier et elle.
Bon, alors vous voyez, c'est très varié. Il y en a pour tous les goûts. On peut vraiment se plaire dans un roman comme ça, le lire, le relire. Donc là, celui-ci de roman, c'est un balcon en forêt. C'est un balcon en forêt. Ok. Voilà. Je trouve que celui-là, c'est vraiment le meilleur. Ça, c'est vrai. Et il l'a écrit en 58. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort en 2007. Il y a eu un énorme regain d'intérêt. Enfin, on en a beaucoup parlé dans les journaux, etc. Enfin, mort de Julien Gracq. Enfin, on en a reparlé. Mais pour beaucoup de générations, enfin, moi, je pense depuis les années 70, enfin, beaucoup de générations ne le connaissent pas, quoi. Il a été certainement lu beaucoup dans les années 50, 60, quoi. Moi, j'adore la presqu'île, où il raconte seulement une promenade en barque. Tout le monde un jour a fait une promenade en barque. Mais alors, la façon de raconter, lui, ça nous évoque nos promenades en barque qu'on a fait. Et puis, ça a un écho extraordinaire. Oui. Et il fallait savoir le raconter, parce que c'est un petit rien de rien du tout qu'il raconte. Oui. Il raconte une promenade en barque. C'est génial. Hein. Et ça se passe en Bretagne, hein, si je me souviens bien. Ah bon? Mais oui, c'est sympa à partir de très peu, là. Ouais. Oui, c'est un petit peu comme Marguerite Duras, finalement. Ce sont des auteurs du contemplatif. Oui, et qui savent très bien concrétiser le monde qui les entoure, enfin, ou même les gens, parce que dans un balcon en forêt, quand même, il y a tout un aspect psychologique de cette attente, de ces officiers qui sont là, ils sont en mission, ils sont dans un poste avancé, dans les Ardennes, mais finalement, ils n'ont rien à faire. Ils attendent, ils s'occupent comme ils peuvent, et puis il y a une angoisse, quoi, qui monte. Et oui, il décrit que l'attente, d'ailleurs. Il décrit une attente. C'est extraordinaire, ouais. Oui, mais finalement, nous, au fond, on attend toujours un peu quelque chose de l'avenir. On ne sait pas, à moins d'avoir des projets très précis, on a un peu une espèce d'attente de ce qui peut nous arriver, non ? En tout cas, ce qui est notable dans ces deux auteurs que vous présentez aujourd'hui, c'est que ce sont des auteurs qui parlent du monde intérieur, en fait, et qu'ils décrivent qui savent le rendre concret. Oui, mais surtout, alors voilà, mais avec Julien Gracq, il y a quand même ce monde extérieur, enfin une description quand même du monde extérieur. Par exemple, dans le château d'Argol, mais là je l'ai pas, j'aurais pu vous décrire un passage où il marche à cheval dans une forêt. C'est un peu comme dans des contes de fées, moi je trouve. C'est surréaliste. Moi, José Corti m'a raconté que Hachette lui a fait des ennuis à Julien Gracq parce qu'il voulait le prendre. Il a été obligé de se battre. Hein. Qui vous dit la librairie Hachette voulait l'octroyer, quoi. Et Hachette lui a fait des ennuis. José Corti en a bavé à cause de ça. Parce que non, il voulait rester avec José Corti, qui était un bon ami, et il voulait pas partir chez Hachette. Et Hachette voulait se l'approprier, quoi. Il a eu du mal à rester chez José Corti uniquement. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Oui, je vois. Et José Corti, moi, je croyais qu'il était... qu'il avait fait faillite. Pas du tout. Il a pris sa retraite quand il était vieux, quand il avait l'âge. Mais il continue, parce que le nouveau... C'est son neveu. Le nouveau, c'est son neveu. C'est son neveu. Oui. Vous connaissez bien tous les éditeurs, vous? Non, moi j'ai connu que José Corti, qui a été comme un grand-père pour moi, qui était adorable. Il me mettait des livres dans mon panier parce que je parlais littérature avec lui, puis j'avais pas les moyens d'acheter plein de livres. Justement, les Julien Gracq, c'est lui qui me les a mis dans mon panier. Il s'appelait Hubert à l'époque, je le vois encore. J'adorais José Corti. Ses yeux vifs, c'était un Corse. Et comment vous avez eu l'occasion de le rencontrer Mais dans la boutique, comme ça. Qui est près du Luxembourg. Oui. C'est quand même
je veux pas dire des monstres sacrés, mais enfin, il restera, à mon avis, hein, Julien Gracq et Marguerite Duras aussi, bien sûr, ce sont ils resteront comme Balzac est resté, je veux dire, ils resteront dans la littérature française. Dans 100 ans, on en parlera encore. Il faut espérer qu'ils soient au moins étudiés, qu'il y ait certains extraits qui soient étudiés à l'école pour que justement la mémoire, elle passe de génération en génération. Moi, quand j'étais à l'école, c'était Romain Rolland, notre grand homme, c'était Jean-Christophe qu'on lisait. Et maintenant, je m'aperçois que c'est plus lisible, ça m'ennuie, j'arrive plus à le relire. Romain Rolland, et c'était le grand homme de mon époque. C'est le fait de les étudier en classe qui fait que des auteurs restent. On sait de qui il s'agit quand leur nom est évoqué, quoi. Ça me fait penser, vous connaissez le livre qui s'appelle Le Patient anglais? Alors, je pense à ça quand j'entends le mutant. Alors non, ils ont changé, maintenant c'est le variant britannique. Voilà. C'est plus anglais, hein, c'est britannique, c'est beaucoup plus précis. Oui. Mais moi, je préfère le mutant anglais et j'aime beaucoup AstraZeneca. Il me semble que si j'avais une fille, j'appellerais AstraZeneca. J'aimerais la rencontrer. Ça fait autant titre de bouquin de science-fiction que nom des premiers rôles féminins. Je vais la rencontrer la semaine prochaine en compagnie du mutant anglais. Nous allons aller tous les deux voir AstraZeneca. J'espère avoir un rendez-vous pour le vaccin. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire quelque chose qui, pour moi, c'était important. On a fait découvrir à Marguerite Duras L'homme sans qualité. L'héroïne s'appelle Agathe, la sœur d'Ulrich, dans L'homme sans qualité. Et c'est pour ça qu'après, elle a écrit Agatha. Mais on peut remarquer aussi, moi je remarque, à travers même des livres récents, hein, mais même, quelqu'un comme Michel Houellebecq, par exemple, il a une culture littéraire énorme. C'est par lui que j'ai découvert, par exemple, Huysmans. Huysmans, qui était complètement démodé, il en parle dans son roman, dans Soumission, etc. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on s'aperçoit que beaucoup d'écrivains actuels, des gens qui écrivent, qui vivent de leur plume, c'est quand même des gens qui ont une grande culture littéraire. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui vivent de leur plume. Les hommes de théâtre, les hommes de cinéma, et puis même tous les professionnels, même les artisans sont spécialistes de leur discipline, sinon ça ne peut pas marcher. Oui, ils sont quand même nourris de cette culture. Ainsi s'achève cette chronique littéraire. Je vous dis à très bientôt en compagnie de Catherine et Edwige pour découvrir ou redécouvrir de nouveaux auteurs. Au revoir.